Le magicien d'Oz par Lyman Frank Baum. Chapitre 3. Comment Dorothée sauva l'épouvantail. Quand Dorothée se retrouva seule, elle commença à ressentir la faim. Elle alla donc au buffet et se prépara une tartine de pain beurré. Elle en donna un morceau à Toto, puis de l'étagère, elle décrocha un seau qu'elle alla remplir d'eau claire et brillante au petit ruisseau. Toto partit en courant, jappait après les oiseaux perchés sur les arbres. En allant à sa recherche, Dorothée aperçut, pendant aux branches, des fruits délicieux. Elle en cueillit quelques-uns, se disant que cela ferait l'affaire pour son petit déjeuner. Puis, elle retourna à la maison et, sans oublier Toto, se servit un bon verre de cette eau fraîche et limpide. Après quoi, elle commença ses préparatifs pour le voyage vers la cité d'Émeraude. Dorothée n'avait qu'une robe de rechange. Par chance, celle-ci était propre et se trouvait accrochée sur un porte-manteau à côté du lit. Elle était en guingamp, à carreaux bleus et blancs, et si le bleu avait quelque peu passé, à force d'être lavé, elle était encore très métable. La fillette fit une grande toilette, passa la robe de guingamp et noua sur sa tête son béguin rose. Elle prit un petit panier qu'elle remplit du pain du buffet et le recouvrit d'un torchon bleu. Puis elle regarda ses pieds. Ses chaussures étaient bien vieilles et bien usées. « Jamais elles ne supporteront un long voyage, Toto, dit-elle. Toto la fixa avec ses petits yeux noirs en remuant la queue, pour montrer qu'il avait compris. Au même instant, Dorothée aperçut sur la table les souliers d'argent, qui avaient appartenu à la sorcière de l'Est. « Pourvu qu'ils m'aillent, dit-elle à Toto. C'est juste ce qu'il faut pour faire une longue promenade, car ils doivent être inusables. » Elle enleva ses vieilles chaussures de cuir et essaya les souliers d'argent. On eût dit qu'ils avaient été faits pour elle. Enfin, elle prit son panier. « En route, Toto, dit-elle, nous partons pour la cité d'Émeraude, demander au grand Oz comment retourner au Kansas. » Elle ferma la porte à double tour et mit précieusement la clé dans la poche de sa robe. Et c'est ainsi qu'en compagnie de Toto, trottinant sagement derrière elle, elle commença son voyage. Il y avait plusieurs routes non loin de là, mais elle eut vite fait de trouver celle qui était pavée de briques jaunes. Peu après, elle cheminait d'un pas alerte en direction de la cité d'Émeraude, tandis que ses souliers d'argent cliquetaient joyeusement sur les durs pavés jaunes de la chaussée. Le soleil brillait fort, les oiseaux chantaient gentiment, et notre Dorothée ne se sentait pas trop désemparée pour une petite fille arrachée subitement à son pays et larguée au milieu d'une contrée étrangère. Au fur et à mesure qu'elle avançait, la beauté du pays l'étonnait. De chaque côté de la route, des barrières fraîchement peintes, d'un bleu délicat, entouraient des champs qui regorgeaient de céréales et de légumes. Visiblement, les Munchkins étaient de bons fermiers, capables de produire d'abondantes récoltes. Parfois, lorsqu'elle passait devant une maison, les gens sortaient pour la regarder et lui faire une grande révérence, car tous savaient que grâce à elle, la méchante sorcière avait été anéantie, et ils avaient recouvré la liberté. Les demeures des Munchkins avaient un aspect étrange. Tous étaient ronds, coiffés d'un gros dôme en guise de toit, et peints en bleu, car le bleu était la couleur préférée dans ce pays de l'Est. Vers le soir, comme Dorothée se ressentait de la fatigue de sa longue promenade et commençait à se demander où elle passerait la nuit, elle arriva devant une maison un peu plus grande que les autres. De nombreux couples dansaient sur le gazon. 5 petits musiciens jouaient du crin-crin aussi fort que possible. Et les gens étaient occupés à rire et à chanter, tandis que, non loin de là, se dressait une grande table chargée de fruits, de noix, de tartes et de gâteaux savoureux et de bien d'autres délices. Les gens accueillirent Dorothée aimablement et l'invitèrent à souper et passer la nuit en leur compagnie. Il faut dire que c'était la demeure d'un des plus riches des Munchkins de tout le pays, et il avait convié ses amis pour célébrer leur délivrance du joug de la méchante sorcière. Dorothée avala un copieux souper et fut servie par le riche Munchkin en personne. Il s'appelait Bock. Puis elle s'assit sur un canapé et regarda les gens danser. Bock remarqua ses souliers d'argent. « Vous devez être une grande enchanteresse, dit-il. »« Pourquoi ?» demanda la fillette. « Parce que vous portez des souliers d'argent et que vous avez tué la méchante sorcière. Ce n'est pas tout. Votre robe a des carreaux blancs. Or seules les sorcières et les enchanteresses portent du blanc. »
Ma robe a aussi des carreaux bleus, dit Dorothée en défroissant sa robe. C'est gentil à vous de porter ça, dit Bock. Le bleu est la couleur des Munchkins, et le blanc celle des sorcières. C'est la preuve pour nous que vous êtes une sorcière amie. Dorothée ne trouvait rien à répondre. Tout le monde semblait la prendre pour une sorcière. Mais elle savait pertinemment qu'elle n'était qu'une petite fille comme les autres, arrivée dans une étrange contrée par le hasard d'un cyclone. Quand elle fut lasse de regarder les danseurs, Bock la fit entrer chez lui et lui donna une chambre avec un joli petit lit. Les draps étaient de toile bleue et Dorothée y dormit jusqu'au matin d'un profond sommeil, avec Toto roulé en boule sur les tapis bleus à côté d'elle. Elle avala un copieux déjeuner et remarqua un amour de bébé Munchkin qui jouait avec Toto, lui tirant la queue, poussant des cris et riant, ce qui amusait beaucoup Dorothée. Pour tout le monde, Toto était une bête curieuse, car personne n'avait jamais vu de chien auparavant. « Est-ce loin, la cité d'Émeraude » fit-elle. « Je ne sais pas, répondit Bock gravement, car je n'y suis jamais allé. Les gens préfèrent éviter Oz, sauf s'ils ont affaire à lui. Mais c'est loin d'ici et cela vous prendra des jours et des jours. Notre pays est riche et agréable. Par contre, il vous faudra traverser des endroits inhospitaliers et dangereux avant d'arriver au terme de votre voyage. » Voilà qui inquiétait un peu Dorothée. Mais seul Oz le Grand pouvait l'aider à retourner au Kansas. S'armant de courage, elle résolut donc de ne pas rebrousser chemin. Elle fit ses adieux à ses amis et reprit la route de Briques Jaunes. Au bout de quelques lieues, elle s'arrêta pour se reposer, grimpa sur une barrière en bordure de la route et s'assit. Un grand champ de blé s'étendait de l'autre côté de la clôture, non loin de là. Elle aperçut un épouvantail qu'on avait perché au bout d'un pieu pour éloigner les oiseaux du blé mûr. Le menton dans la main, Dorothée examinait pensivement l'épouvantail. Un petit sac bourré de paille lui servait de tête, sur lequel on avait peint des yeux, un nez, une bouche, pour lui faire un visage. Un vieux chapeau pointu et bleu, ayant appartenu à quelques Munchkins, était juché sur son crâne. Le reste du personnage consistait en un costume usé, d'un bleu délavé et pareillement empaillé. Aux pieds, on lui avait mis des bottes à revers bleus, comme chacun en portait dans le pays. Un pieu piqué dans son dos maintenait ce mannequin au-dessus des épis. Comme Dorothée dévisageait gravement l'étrange face peinte de l'épouvantail, elle eut la surprise de le voir cligner lentement de l'œil dans sa direction. Tout d'abord, elle crut s'être trompée. Au Kansas, aucun épouvantail ne cligne de l'œil. Mais voilà que le mannequin lui adressait un signe amical de la tête. Elle descendit alors de la barrière et s'approcha, tandis que Toto courait autour du pieu en aboyant. « Bonne journée, dit l'épouvantail, d'une voix plutôt enrouée. « Vous avez parlé » demanda la fillette très étonnée. « Sans doute, répondit l'épouvantail. « Comment allez-vous » ? « Assez bien, merci, répliqua poliment Dorothée. « Et vous » ? « Ça ne va pas fort, dit l'épouvantail en souriant, car c'est bien ennuyeux d'être là perché jour et nuit à effrayer les... « Vous avez parlé » demanda la fillette très étonnée. « Sans doute, répondit l'épouvantail. « Comment allez-vous » ? « Assez bien, merci, répliqua poliment Dorothée. « Et vous » ? « Ça ne va pas fort, dit l'épouvantail en souriant, car c'est bien ennuyeux d'être perché la nuit et jour à effrayer les corbeaux. « Vous ne pouvez pas descendre » ? « Non, ce pieu est enfoncé dans mon dos. Si vous vouliez bien me l'ôter, je vous en serais très reconnaissant. » Dorothée se hissa jusqu'aux deux bras et enleva le mannequin, qui, bourré de paille, ne pesait pas lourd. « Merci beaucoup, dit l'épouvantail, une fois posé à terre. Je me sens un autre homme. » Dorothée était très intriguée. Un homme en paille qui parlait, qui s'inclinait et lui emboîtait le pas, tout cela lui paraissait plutôt bizarre. « Qui êtes-vous » demanda l'épouvantail en bâillant, après s'être étiré. « Et où allez-vous » ? « Mon nom est Dorothée, dit la fillette, et je me rends à la cité d'Émeraude pour demander à Oz le Grand de me renvoyer au Kansas. »« Où est la cité d'Émeraude » questionna-t-il. « Et qui est Oz ?»« Comment, vous ne savez pas » répliqua-t-elle surprise. « Bien sûr que non, je ne sais rien du tout. Voyez-vous, je suis empaillée, je n'ai donc pas de cervelle, » répondit-il tristement. « Oh » dit Dorothée, « j'en suis navrée pour vous. »« Pensez-vous, demanda-t-il, que si j'allais avec vous à la cité d'Émeraude,
Ose me donnerait un peu de cervelle ? Je ne peux pas vous l'assurer, fit-elle, mais vous pouvez toujours m'accompagner. Si Ose refuse de vous donner de la cervelle, vous n'en serez pas plus mal pour autant. C'est juste, dit l'épouvantail. Voyez-vous, ajouta-t-il sur le ton de la confidence, ça ne me dérange pas d'avoir les jambes, les bras et le corps empaillés. Au contraire, on ne risque pas de me faire du mal. Si on me marche sur les orteils ou qu'on m'enfonce une épingle, ça n'a aucune importance, puisque je ne sens rien. Mais je ne veux pas qu'on me traite de sot. Et si ma tête, au lieu d'avoir une cervelle comme la vôtre, reste bourrée de paille, comment apprendrai-je jamais quelque chose ? Je vous comprends, dit la petite fille, qui était vraiment désolée pour lui. Si vous voulez venir avec moi, je demanderai à Ose de faire pour vous tout ce qui sera en son pouvoir. Merci, répondit-il avec reconnaissance. Ils regagnèrent la route. Dorothée l'aidant à franchir la barrière et prirent le chemin de briques jaunes qui menait à la cité d'émeraude. Toto, au début, n'appréciait guère le nouveau venu. Il grognait en le reniflant, comme si un nid de rats avait logé dans la paille. « Ne faites pas attention à Toto, dit Dorothée à son nouvel ami. Il ne meurt jamais. »« Oh, je n'ai pas peur, répliqua l'épouvantail. Il ne peut pas faire de mal à ma paille. Je vous en prie, laissez-moi porter votre panier. »« Ce ne sera pas une corvée pour moi, car j'ignore la fatigue. Je vais vous confier un secret, ajouta-t-il, tout en marchant. Il n'y a qu'une chose au monde qui me fasse peur. »« Qu'est-ce que c'est ? Demanda Dorothée. Le fermier Munchkin qui vous a fabriqué ? Non, répondit l'épouvantail. C'est une allumette enflammée. Le magicien d'Oz, par Lyman Frank Baum. Chapitre 4. À travers la forêt. Au bout de quelques heures, la marche se fit plus difficile. À cet endroit, la route devenait inégale et l'épouvantail trébuchait à chaque pas. En effet, les briques jaunes, tantôt cassées, tantôt manquantes, avaient laissé des trous. Toto les franchissait d'un bond. Dorothée, elle, les contournait. Mais l'épouvantail, qui n'avait pas de cervelle, marchait droit devant lui, se prenant les pieds dans les trous et tombant de tout son long sur les pavés durs. Il ne se faisait jamais mal, cependant. Dorothée n'arrêtait pas de le ramasser et de le remettre sur ses pieds, et à chaque fois, il repartait en riant joyeusement de son infortune. À présent, les fermes n'étaient plus aussi bien tenues. Les maisons et les arbres fruitiers se faisaient plus rares, et plus ils avançaient, plus cette contrée devenait lugubre et déserte. À midi, ils s'assirent au bord de la route près d'un petit ruisseau. Dorothée ouvrit son panier et en sortit un peu de pain. Elle en offrit un morceau à l'épouvantail, mais il le refusa. « Je n'ai jamais faim, dit-il. Heureusement pour moi, car ma bouche est seulement peinte. Et si j'y perçais un trou pour manger, la paille dont je suis bourrée en échapperait, ce qui gâterait la forme de ma tête. » Dorothée vit tout de suite que c'était vrai. Elle se contenta donc d'acquiescer d'un signe de tête et continua à manger son pain. « Parlez-moi de vous et du pays d'où vous venez, dit l'épouvantail quand elle eut fini son repas. Elle lui décrivit le Kansas, comment tout était gris là-bas et comment le cyclone l'avait amené jusqu'à cet étrange pays d'Oz. L'épouvantail lui prêtait une oreille attentive et dit « Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous désirez quitter ce beau pays pour retourner dans cet endroit sec et gris que vous appelez le Kansas. »« C'est parce que vous n'avez pas de cervelle, répondit la fillette. Peu importe si chez nous c'est gris et lugubre. Nous qui sommes faits de chair et de sang, préférons ce séjour à toute autre contrée, fût-elle la plus belle. Il n'y a rien de tel que son pays. » L'épouvantail soupira. « Bien sûr, je ne peux pas comprendre cela, dit-il. Si vos têtes étaient bourrées de paille comme la mienne, sans doute préfériez-vous vivre dans le beau endroit. Et alors le Kansas serait complètement dépeuplé. C'est heureux pour le Kansas que vous ayez de la cervelle. Vous me racontez une histoire pendant qu'on se repose un peu, demanda l'enfant. L'épouvantail lui lança un regard plein de reproches et répondit « Ma vie a été si courte que je n'en sais vraiment rien. J'ai été fabriqué pas plus tard qu'avant-hier. J'ignore totalement ce qui est arrivé dans le monde avant moi. Par chance, quand le fermier a fabriqué ma tête, il a commencé par peindre mes oreilles et j'ai pu suivre ce qui se passait. Il y avait avec lui un autre Munchkin et la première chose que j'ai entendue, ce fut le fermier qui lui disait « Que penses-tu de ces oreilles ? » « Elles ne sont pas droites, répondit l'autre. « Aucune importance, dit le fermier, ce sont quand même des oreilles. » Ce qui, dans un sens, était vrai.
Maintenant, je vais lui dessiner les yeux. Il peignit alors mon œil droit, et dès qu'il eut fini, je me retrouvai en train de le regarder, lui et tout ce qui m'entourait avec curiosité. Car c'était mon premier coup d'œil sur le monde. Cet œil est assez réussi, fit remarquer le Munchkin en regardant peindre le fermier. Le bleu est juste la couleur qu'il faut pour les yeux. J'ai envie de faire le gauche, un peu plus grand, dit l'autre. Et quand le deuxième œil fut terminé, j'y voyais beaucoup mieux. Puis il me dessina le nez et la bouche. Mais je ne dis rien, car je ne savais pas encore à quoi servait une bouche. Cela m'amusait de les regarder façonner mon corps, mes bras, mes jambes. Quand enfin ils attachèrent ma tête, je me sentis très fière, car je croyais alors être un homme tout aussi convenable que les autres. « Le gaillard aura vite fait d'effrayer les corbeaux, dit le fermier. On jurait un homme. Mais c'est un homme, dit l'autre. J'étais tout à fait d'accord avec lui. Le fermier m'emporta sous son bras, jusqu'au champ de blé, et m'installa sur un grand pieu, à l'endroit où vous m'avez trouvé. Il s'en alla aussitôt, après avec son ami, me laissant seule. Je n'aimais pas être abandonnée de la sorte. J'essayai donc de leur courir après. Malheureusement, mes pieds ne touchaient pas le sol, et je fus obligée de rester tout seul sur mon pieu. C'était un bien triste sort, car je ne pouvais penser à rien, puisque je venais tout justement d'être fée. Corbeaux et oiseaux venaient en bande dans le champ de blé, mais s'enfuyaient à ma vue en me prenant pour un Munchkin. Cela me faisait plaisir, j'avais l'impression d'être quelqu'un d'important. À plusieurs reprises, un vieux corbeau passa près de moi. M'ayant examiné sur toutes les coutures, il finit par se pencher sur mon épaule en me disant « Si ce fermier croit me tromper, il s'y prend comme un balai. N'importe quel corbeau de bon sens verrait bien que tu n'es qu'un mannequin bourré de paille. » Puis, il sauta à mes pieds et picora tout son soûl. Voyant que je ne lui faisais aucun mal, les autres oiseaux vinrent à leur tour se gorger de blé, si bien qu'en peu de temps, je fus entourée de leurs nuées. J'en fus attristée. Somme toute, je ne faisais pas un si bon épouvantail, mais le vieux corbeau me consola. Si seulement tu avais un peu de cervelle dans la tête, tu vaudrais bien les autres hommes, et peut-être mieux que certains d'entre eux. La cervelle est le seul bien digne de ce nom, en ce monde, que l'on soit homme ou corbeau. Puis les corbeaux s'envolèrent. Je réfléchis alors à la question et résolus de me procurer de la cervelle par tous les moyens. Par bonheur, vous êtes passé par là et m'avez arraché à mon pieu. Or, d'après ce que vous dites, Ose le Grand me donnera certainement de la cervelle dès notre arrivée à la cité d'Émeraude. Je le souhaite, dit Dorothée, très sérieusement. Vous semblez en mourir d'envie. À qui le dites-vous répliqua l'épouvantail. C'est tellement désagréable de savoir qu'on est un sot. Eh bien, dit la fillette, partons. Et elle tendit le panier à l'épouvantail. Il n'y avait plus de barrière au bord de la route à présent, et le pays était rude et inculte. En fin d'après-midi, ils atteignirent une grande forêt. Les arbres en étaient si gros et si rapprochés qu'ils formaient une voûte au-dessus de la route de briques jaunes. Il faisait très sombre, car les branches empêchaient le jour de percer. Mais nos voyageurs persévérèrent et s'enfoncèrent dans la forêt. Si cette route y entre, elle doit aussi en sortir, dit l'épouvantail. Et comme la cité d'Émeraude se trouve à l'autre extrémité, nous devons la suivre jusqu'au bout. N'importe qui pourrait en dire autant, dit Dorothée. Certes, et c'est pourquoi je le dis, répliqua l'épouvantail. S'il avait fallu de la cervelle pour trouver ça, je ne l'aurais jamais dit. Au bout d'une heure environ, la lumière fit place à la nuit, et ils se retrouvèrent trébuchant dans l'obscurité. Si Dorothée n'y voyait rien du tout, ce n'était pas le cas de Toto. Certains chiens y voient très bien dans le noir, ni de l'épouvantail qui affirmait y voir comme en plein jour. Elle lui prit donc le bras et put ainsi poursuivre sa route sans encombre. Si vous apercevez une maison ou un quelconque endroit où nous pourrions passer la nuit, dit-elle, dites-le moi, car ce n'est pas commode du tout de marcher dans le noir. L'épouvantail ne tarda pas à s'arrêter. J'aperçois une petite chaumière sur notre droite, dit-il, faite de rondins et de branches. On y va ? Oh oui, répondit l'enfant, je n'en peux plus. L'épouvantail lui fraya donc un chemin à travers les arbres, jusqu'à la chaumière. En entrant, Dorothée remarqua un lit de feuilles séchées dans un coin. Elle s'allongea aussitôt, et avec Toto à ses côtés, sombra dans un profond sommeil. Quant à l'épouvantail, insensible à la fatigue, il resta debout dans l'autre coin,
et attendit patiemment jusqu'au matin.